J'ai découvert la liaison de mon mari et de ma sœur sur le téléphone caché de mon fils. Maman n'est qu'un distributeur de billets, lui avait-il envoyé par texto. Mes enfants ont supprimé les enregistrements de sécurité pour eux. Alors, j'ai vidé les comptes, vendu notre maison, et disparu, laissant des preuves à la vue de toute la ville. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Je m'appelle Carole, et je vous raconte ceci depuis une petite maison tranquille avec un petit jardin à 3000 km de ce que j'appelais autrefois mon foyer. Dans 3 heures, mon mari, Robert, se réveillera. Il trouvera les papiers du divorce sur la table de la cuisine, là où il laisse habituellement sa tasse de café. À côté de ces papiers, il y aura suffisamment de preuves non seulement pour mettre fin à notre mariage, mais pour briser la réputation impeccable que lui et ma sœur ont si soigneusement façonnée dans notre communauté. Ma sœur, Brenda, eh bien, elle se réveillera pour découvrir que son poste lucratif de directrice de compte dans mon entreprise n'existe plus. Mes enfants, Gareth et Sylvia, ils se réveilleront face à la dure réalité que leurs fonds universitaires ont disparu et que la vie facile qu'ils ont toujours connue est terminée. Et moi? Je recommencerai à zéro, libre de chacun d'entre eux. Mais laissez-moi commencer par le début. Vous devez comprendre l'ensemble du tableau. J'ai 38 ans, ou du moins c'est l'âge que j'avais quand tout a commencé. Je suis marié depuis 19 ans, depuis que j'étais pratiquement une enfant moi-même. J'ai rencontré Rob à l'université, et je suis tombée éperdument amoureuse. Il était charmant, beau, l'âme de la fête. J'étais la discrète et ambitieuse. J'ai bâti mon agence de marketing et de relations publiques à partir de rien. Je l'ai lancé dans une chambre d'amis avec rien d'autre qu'un ordinateur portable d'occasion et une bonne dose de courage, vivant de nouilles instantanées et de pure détermination. C'est maintenant une entreprise de plusieurs millions de dollars avec des clients dans tout le pays. Pendant que je travaillais 80 heures par semaine, mon mari Rob est resté à la maison pour élever nos 2 enfants. C'était un accord que nous avions conclu. Je construirais l'empire et il gérerait le front intérieur. Notre fils Gareth a 17 ans. Notre fille Sylvia en a 15. Ma sœur cadette, Brenda, travaillait pour moi. Je lui ai donné un travail quand personne d'autre ne voulait d'elle. Fraîchement sortie d'un divorce compliqué, sans réelle compétence. Je l'ai formée, je l'ai encadrée, et elle est finalement devenue directrice de compte senior. De l'extérieur, nous étions la famille modèle du succès. Nous avions la grande maison dans la belle banlieue, celle que j'avais conçue moi-même avec l'architecte. Nous avions les dîners du dimanche où tout le monde riait. Rob racontant des histoires sur les dernières frasques des enfants, Brenda se plaignant avec enjouement de ses clients impossibles. Nous avions les vacances familiales exotiques, une semaine à Hawaï chaque printemps, du ski à Aspen pour Noël, tout cela payé par le succès de mon entreprise. Je me souviens d'un voyage à Maui il y a quelques années. Je venais de conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je leur avais fait la surprise de billets en première classe. Je me souviens avoir regardé Rob et Brenda rire en essayant de surfer, avec les enfants les encourageant depuis la plage. J'ai pris une photo de ce moment. Eux 4 en silhouette contre le coucher de soleil, l'air si heureux, si parfait. Je me suis dit, voilà ce à quoi sert tout ce travail acharné. En regardant cette photo maintenant, je réalise que j'étais la seule à ne pas être sur la photo. J'étais toujours celle derrière l'appareil photo, celle qui finançait la scène. J'étais l'architecte d'une vie dans laquelle je ne vivais même pas vraiment. Nous étions le package complet, le rêve américain, poli jusqu'à la perfection. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à remarquer des choses, de petites choses, le genre de choses que l'on ignore parce que l'alternative est tout simplement trop terrifiante à envisager. Au début, c'était Rob. Il a rejoint un club de tennis haut de gamme, un endroit que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre s'il le payait lui-même. Il a commencé à acheter des tenues de sport neuves et chères, et devenu obsédé par son régime alimentaire. Il ne se remettait pas seulement en forme, il se pavanait. Il a commencé à s'habiller différemment, pas de manière négligée, juste avec plus d'effort, comme s'il essayait d'impressionner quelqu'un. Un après-midi, je suis passé au club pour le surprendre, peut-être pour taper quelques balles. Je l'ai trouvé sur la terrasse en train de rire avec un groupe de personnes, et quand il m'a vu, son sourire a vacillé une fraction de seconde. Il m'a présenté, bien sûr, mais il semblait troublé, pressé que je parte.
J'ai mis ça sur le compte du fait qu'il était dans son élément avec ses nouveaux amis et que j'étais une intruse. Puis ma sœur Brenda a commencé à venir plus souvent. Elle passait après le travail pour discuter de projets même si nous avions déjà tout couvert au bureau. Elle et Rob s'asseyaient dans la cuisine à boire mon vin, à rire de blagues privées pendant que j'étais à l'étage en train d'essayer de décompresser d'une longue journée. Je descendais chercher de l'eau et leur conversation s'arrêtait net. « Oh, Carole, on parlait juste du comte Henderson », disait Brenda, un peu trop vite. Je parcourais mes relevés de cartes de crédit et voyais de petites dépenses, des choses qui ne collaient pas tout à fait. Un café pour deux dans un petit café de l'autre côté de la ville un mardi matin. Un déjeuner dans un bistrot près de l'appartement de Brenda un jour où Rob était censé faire des courses. Je lui posais la question, et il avait toujours une excuse plausible. Oh, oui. J'ai retrouvé Brenda là-bas pour lui donner des dossiers qu'elle avait laissés à la maison. Tout avait du sens si on ne se laissait pas trop réfléchir. Et les enfants ont commencé à se comporter bizarrement avec moi. Une froideur s'est installée, que je ne pouvais pas identifier. Les conversations s'arrêtaient à la seconde où j'entrais dans une pièce. Je demandais, « De quoi parlez-vous » Et c'était toujours la même réponse de Gareth, « Oh, de rien, maman. » Beaucoup de rien. Un soir, j'ai surpris Sylvia au téléphone dans sa chambre. Elle chuchotait, « Non, il ne peut pas parler maintenant. Elle est à la maison. » Je suis resté figé dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Quand elle est sortie, je lui ai demandé à qui elle parlait. Juste une amie de l'école, a-t-elle dit, sans me regarder dans les yeux. Je ne suis pas idiote, mais je ne suis pas non plus une personne paranoïaque. Je suis une résolveuse de problèmes. Je vois une situation, je trouve une explication logique. Alors, j'ai tout rationalisé. Rob traversait une sorte de crise de la quarantaine, voulant se sentir à nouveau jeune et séduisant. Ça m'allait. Brenda avait probablement des problèmes avec son propre mari, Walter, et s'appuyait sur son beau-frère pour du soutien. Peu importe. Les enfants étaient juste des adolescents, secrets et maussades. J'avais une entreprise à gérer, des salaires à payer, des clients à satisfaire. Je n'avais pas le temps de jouer les détectives pour chaque petite bizarrerie dans ma propre maison. C'était mon erreur. Ma plus grande erreur, ne pas être assez paranoïaque. La vérité a éclaté il y a 2 semaines, et ce n'était pas une confrontation dramatique. C'était calme, banal, et c'est arrivé par pur accident. Mon fils Gareth m'a demandé d'emprunter ma tablette. Il a dit qu'il avait égaré la sienne. Je savais l'avoir vue dans sa chambre plus tôt dans la journée, sur son bureau, sous une pile de manuels. Alors, je suis monté dans sa chambre pour la prendre. La chambre était en désordre, comme d'habitude. Des vêtements par terre, des livres partout. En la cherchant, j'ai renversé une pile de livres près de sa table de chevet. Dissimulé derrière eux, presque entièrement caché, se trouvait un vieil iPhone. Ce n'était pas son téléphone actuel. C'était un ancien modèle, un que je n'avais pas vu depuis des années. C'était juste bizarre. Mon premier réflexe a été de le remettre en place. De le laisser tranquille. C'était son espace privé. Mais quelque chose m'a poussé à le ramasser. Une petite voix au fond de ma tête que j'ignorais depuis 2 ans a finalement hurlé. Ma main tremblait légèrement en appuyant sur le bouton d'alimentation. Il s'est allumé. Il avait encore de la batterie et n'était pas verrouillé. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran, mon cœur martelant contre mes côtes. Je pouvais encore faire marche arrière. Je pouvais poser le téléphone, m'en aller et continuer à vivre dans mon illusion confortable et bien rangée. Mais je savais que je ne pouvais pas. Je devais savoir. J'ai ouvert l'application de messagerie. Ce que j'ai trouvé sur ce téléphone n'a pas seulement brisé mon cœur. Il l'a vaporisé. Il a pris tout ce que je pensais savoir sur ma vie, ma famille, ma propre réalité, et a tout réduit en poussière. 2 ans de messages. 2 ans entre mon mari Rob et ma sœur Brenda. Ce n'était pas juste une liaison sordide. Ils étaient amoureux. Ils planifiaient un avenir. Ils parlaient de moi constamment, non pas avec colère, mais avec un mépris froid et dédaigneux. J'étais un obstacle. J'étais le distributeur de billets qui finançait leur future vie ensemble. J'ai lu des messages où ils se moquaient d'une robe que j'avais portée à un dîner d'entreprise. J'ai vu des textos où Rob se plaignait de devoir jouer le mari attentionné quand j'étais stressé par le travail.
Je dois juste jouer le mari aimant un peu plus longtemps jusqu'au lancement de la nouvelle ligne de produits, disait un de ses textos. Ensuite, la compensation du divorce sera énorme. On pourra enfin avoir cette maison à Napa. La réponse de Brenda, pense juste au vignoble. Accroche-toi à cette pensée. Il y avait des centaines de photos. Des centaines. Dans mon lit, sur mon canapé, dans sa voiture, celle que je lui avais achetée pour son 40e anniversaire. Il y avait même des photos prises dans mon bureau au travail un week-end où j'étais en déplacement pour une conférence. L'arrogance pure de la chose m'a coupé le souffle. Il riait, trinquait avec mon champagne du mini-réfrigérateur du bureau, assis dans mon fauteuil. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était les messages avec mes enfants. Ils savaient. Ils savaient depuis plus d'1 an. Et ils n'étaient pas de simples observateurs silencieux. Ils étaient des participants actifs. Mon fils Garrett, celui à qui j'ai appris à faire du vélo, celui dont j'ai pensé chaque genou écorché, il était dans le coup. Il y avait des textos de Rob, « Salut mon grand, Brenda passe. Peux-tu t'assurer que les enregistrements de la caméra de l'allée de 14h à 16h sont supprimés ?» La réponse de Garrett, compris, papa. Ma fille Sylvia, ma petite fille. Elle était l'alibi. J'ai trouvé des messages de Brenda pour elle, « Salut ma chérie, si ta mère demande, j'étais à ton entraînement de foot jusqu'à 18h. D'accord ? Et Sylvia mentait pour eux. J'ai repensé à toutes les fois où je suis rentré à la maison et j'ai demandé où était Rob, et elle me regardait droit dans les yeux et disait, « Oh, papa était à mon entraînement jusqu'à 18h. Pendant ce temps, une photo horodatée sur ce téléphone montrait mon mari et ma sœur ensemble dans un hôtel à 16h30. Ils avaient tout un système, des mots de code, des signaux d'alerte pour quand je rentrais plus tôt. Mes propres enfants étaient les guetteurs de la liaison de leur père avec leur tante. Je suis restée assise là, sur le sol de la chambre de mon fils, pendant ce qui a semblé une éternité, mais c'était probablement 1 heure. Je faisais juste défiler et défiler. Mon esprit s'est vidé. J'avais l'impression de flotter hors de mon propre corps, regardant cette femme découvrir les décombres de sa vie. J'ai utilisé mon propre téléphone pour prendre des photos de tout. Chaque message, chaque photo. Mes mains ne tremblaient même pas. Je ne pleurais pas. Je ne ressentais rien. C'était comme si je regardais un film sur la vie tragique et pathétique de quelqu'un d'autre. Le choc était si profond. C'était comme une anesthésie générale. Quand j'ai finalement réussi à me lever, mes jambes semblaient ne pas m'appartenir. J'ai replacé le vieil iPhone exactement là où je l'avais trouvé, derrière les livres. Je suis descendu. La scène dans ma cuisine était si grotesquement normale qu'elle semblait sortie d'un film d'horreur. Mon mari était au fourneau, fredonnant en suivant la radio, préparant mon plat de pâtes préféré. Ma sœur était assise à l'îlot de la cuisine, sirotant un verre de mon chardonnay, parcourant son téléphone. Mes enfants étaient à table, faisant semblant de faire leurs devoirs. Une soirée familiale parfaite. « Salut chérie », a dit Rob en me souriant. Ce sourire facile et séduisant que j'aimais tant. Le dîner est presque prêt. J'ai souri en retour. J'avais l'impression que mon visage se fissurait. Je me suis approché, l'ai embrassé sur la joue. Sa peau était chaude. Je n'ai rien ressenti. J'ai pris un verre de vin et me suis assise juste à côté de ma sœur. Comment s'est passée ta journée au travail, sœurette ? A-t-elle demandé, la voix pleine d'une fausse préoccupation. Bien, ai-je dit, d'une voix égale. Très bien, j'ai conclu l'affaire Henderson. Oh, Carole, c'est incroyable, s'est-elle exclamée en me serrant le bras. Son contact était comme une araignée rampant sur ma peau. Nous avons dîné ensemble. Rob a servi les pâtes. Je les ai tous regardés manger la nourriture que j'avais payée dans la maison que j'avais payée. Vivant une vie que j'avais payée pendant qu'ils complotaient pour me détruire. Nous avons parlé de choses normales. Des projets pour le week-end à venir. La remise des diplômes de Garrett n'était que dans quelques mois. Sylvia avait un rôle dans la pièce de l'école. Sylvia m'a montré un dessin de son cours d'art. C'était un portrait de notre famille, tous souriants. Je lui ai dit que c'était magnifique, et ma voix ne s'est même pas brisée. Je regardais ma fille, ma petite fille, et je ne la reconnaissais pas. C'était une étrangère, une complice. Juste un dîner de famille normal. Sauf que maintenant, je savais. Je savais que chaque sourire était faux. Chaque rire était un mensonge.
Chaque « je t'aime maman » était une pure connerie. Plus tard dans la nuit, dans notre chambre, Rob a initié des rapports sexuels. C'était la première fois en des mois qu'il montrait un réel intérêt. Et je l'ai laissé faire. J'ai joué le jeu. J'étais engourdi, détaché. Une actrice jouant un rôle. Pendant tout ce temps, je ne pensais qu'à eux. À lui et à ma sœur dans ce lit. Notre lit. Je me demandais combien de fois ils avaient été ici pendant que j'étais en voyage d'affaires pour conclure un contrat afin de payer leur vie. Quand nous avons eu fini, il s'est retourné et s'est blotti contre moi. Il a murmuré « Je t'aime ». J'ai fixé le plafond sombre. « Je t'aime aussi », ai-je menti. Il s'est endormi quelques minutes plus tard, sa tête sur ma poitrine, respirant profondément. Il avait l'air si paisible, si innocent. Et je suis resté là, éveillé, à fixer le plafond jusqu'au lever du soleil. L'engourdissement se dissipait. Et quelque chose d'autre prenait sa place. Quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Je n'étais plus une victime. J'étais une planificatrice. Et j'étais sur le point de planifier la démolition de leur petit monde parfait. Beaucoup de gens, peut-être même certains d'entre vous qui écoutez, diraient probablement que j'aurais dû les confronter sur le champ. Crier, pleurer, jeter des objets, avoir une explication. J'y ai pensé. Je me suis imaginé descendre avec ce téléphone, le jeter sur la table et regarder leur visage se décomposer. Mais ensuite, quoi? Une dispute sale et laide. Des démentis, des mensonges. Rob m'aurait traité d'hystérique. Brenda aurait joué la victime. Il m'aurait manipulé, m'aurait dit que j'étais folle, que j'interprétais mal les choses. Ils auraient retourné la situation et, d'une manière ou d'une autre, en auraient fait ma faute. La défense classique, tu n'étais jamais à la maison, tu travaillais toujours. Non, j'ai appris une chose en dirigeant une entreprise pendant 15 ans. Quand vous frappez une seule fois, et vous faites en sorte que ça compte. Vous rassemblez vos informations. Vous élaborez une stratégie et vous l'exécutez sans faille. On ne va pas à une négociation en hurlant. On y va avec tous les avantages. Et j'avais tous les avantages. Les 2 semaines qui ont suivi cette nuit ont été une masterclass pour vivre une double vie. En surface, j'étais la même Carole. Stressée par le travail, mais une épouse et une mère aimante. En dessous, j'étais une architecte de la ruine, travaillant avec une concentration que je n'avais pas ressentie depuis les débuts de mon entreprise. Ma première action a été de trouver un avocat. Je n'ai pas trouvé n'importe quel avocat. J'ai passé 2 jours entiers à rechercher, vérifier et interviewer 3 des avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables de l'État. Le premier que j'ai rencontré était un homme qui n'arrêtait pas de me tapoter la main et de suggérer une thérapie de couple. Le mariage est un marathon, Carole, a-t-il dit avec condescendance. Je suis parti au bout de 10 minutes. La seconde était une femme qui semblait plus intéressée par ses heures facturables que par mon cas. Puis j'ai rencontré Catherine. C'était une femme d'une 60aine d'années avec des yeux qui pouvaient couper du verre et une réputation pour éviscérer les conjoints infidèles au tribunal. Je suis entré dans son bureau, j'ai exposé l'histoire et je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a juste souri, un sourire mince et acéré, et a dit « Oh, ça c'est bon. C'est très, très bon. » Il s'avère que mon État a toujours des lois sur l'adultère qui comptent beaucoup dans les procédures de divorce, surtout en ce qui concerne la répartition des biens. Ces photos que j'ai prises, de l'or. Le fait que ma sœur soit mon employée et qu'elle et mon mari aient utilisé les biens de l'entreprise, sa voiture de fonction, son téléphone de fonction, pour leur liaison, encore mieux. Catherine a appelé ça un cadeau. Cela les exposait à d'éventuelles poursuites civiles de la part de mon entreprise pour abus de biens sociaux et manquement à l'obligation de loyauté. Avec Catherine pour me guider, j'ai commencé à démanteler méticuleusement la vie financière que nous avions construite ensemble. Silencieusement, méthodiquement. Au milieu de la nuit, après que Rob se soit endormi, mon bureau à domicile est devenu ma salle de guerre. D'abord, j'ai remboursé toutes nos cartes de crédit conjointes jusqu'à un solde nul, chacune d'entre elles. Ensuite, j'ai appelé chaque compagnie et j'ai fermé les comptes. La raison que j'ai donnée était la consolidation financière. Le lendemain, je suis allé au service des ressources humaines de mon entreprise et j'ai fait réacheminer mon virement de salaire vers un nouveau compte bancaire individuel à mon seul nom. C'était une décision importante. Le salaire qui finançait tout leur style de vie était désormais à l'abri d'eux.
J'ai commencé à déplacer de l'argent. Je ne pouvais pas simplement vider notre épargne commune sans déclencher l'alarme. J'ai donc commencé à faire une série de prêts légitimes à une société écran détenue par un ami de confiance de l'université. J'ai rédigé les documents moi-même. Sur le papier, c'était un investissement commercial solide. En réalité, c'était moi qui sécurisais mon capital avant la démolition. Je suis rentré un soir et j'ai annoncé que je vendais mon bateau et la précieuse voiture de sport de Rob. Il était horrifié. Mais pourquoi, Carole? J'adore cette voiture. Nous avons tellement de bons souvenirs avec le bateau. J'ai feint l'anxiété, en me frottant les tempes. Je m'étais même entraîné à avoir l'air angoissé dans la voiture en rentrant. Chérie, je suis tellement inquiète pour le marché. Je pense que nous devons être plus responsables financièrement, réduire nos luxes. Nous devons épargner davantage. Ça me fait juste me sentir plus en sécurité. À ma grande surprise, il a mordu à l'hameçon. Il a même passé son bras autour de moi. L'image d'un mari concerné. Bien sûr, chérie. Je ne savais pas que tu étais si stressée. Tout ce qui te fait te sentir en sécurité. Oh, je parie qu'il était d'accord. Moins de dettes pour lui à s'inquiéter quand lui et Brenda pensaient qu'ils allaient s'enfuir au coucher du soleil avec la moitié de mon entreprise. J'ai liquidé tout notre portefeuille d'investissement commun. Le marché est sur le point de s'effondrer, Rob. Fais-moi confiance, mon instinct me dit de tout retirer maintenant. Lui, qui ne connaissait pas la différence entre une action et une obligation, a simplement hoché la tête. Mon mari pensait que je traversais une sorte de crise d'anxiété financière. Il n'avait aucune idée que je me préparais à la guerre. Ensuite, l'entreprise. C'était plus délicat. Je ne pouvais pas simplement renvoyer Brenda sans révéler mes intentions. J'ai donc fait quelque chose de mieux. Je l'ai promue. Je lui ai donné un nouveau titre prestigieux, directrice des opérations clients. Cela s'accompagnait d'une petite augmentation de salaire, mais de beaucoup plus de responsabilités. Plus important encore, cela s'accompagnait d'un nouveau contrat de travail rédigé par le cabinet de Catherine. Dissimulés dans les petits caractères se trouvaient des clauses qui la rendaient personnellement responsable des pertes importantes de clients ou des ruptures de contrat. J'ai commencé à lui confier les comptes les plus difficiles et les plus exigeants. J'ai aussi commencé à tout documenter. Chaque délai manqué, chaque plainte de client, chaque long déjeuner. Il y en a eu beaucoup. Et ma vie de famille. J'ai continué à jouer mon rôle. J'étais la femme et la mère parfaite. J'ai initié des dîners de famille. J'ai demandé aux enfants comment s'étaient passés leurs devoirs. J'ai écouté Rob parler pendant des heures de ses matchs de tennis. Mon fils Gareth est devenu un peu méfiant une fois. Il m'a trouvé dans le bureau tard un soir, fixant simplement une feuille de calcul. « Maman, tu as l'air différente ces derniers temps », a-t-il dit, hésitant sur le pas de la porte. « Tu travailles toujours. Tout va bien ?» La faible inquiétude dans sa voix m'a donné envie de crier. J'ai forcé un sourire fatigué. Juste le stress du travail, mon grand. Un gros nouveau projet. C'est beaucoup de pression. Ne t'inquiète pas, il a échangé un regard avec sa sœur, Sylvia, qui était dans le couloir. Il pensait probablement que je commençais à me méfier d'eux. Bien. Laissez-les transpirer un peu. La dernière pièce du puzzle était la maison. Notre magnifique maison de 800 000 $, construite sur mesure. Elle était entièrement payée, à nos deux noms. C'était ma plus grande vulnérabilité. Je ne pouvais pas les laisser en obtenir la moitié. J'ai donc créé une opportunité. J'ai dit à Rob que j'avais rencontré une vieille connaissance lors d'un événement caritatif, un promoteur immobilier. Il a fait une offre sur la maison, Rob. Une offre en espèces. C'est trop beau pour refuser. Nous pouvons prendre plus petit, investir les bénéfices, penser à notre avenir. C'est la décision intelligente. Il a hésité au début. Mais Carole, cet endroit a tellement de souvenirs. Oui, comme le souvenir de toi couchant avec ma sœur dans mon lit. Espèce d'ordure, ai-je pensé. À voix haute, j'ai dit, parfois, il faut laisser le passé derrière soi pour avancer. Un nouveau chapitre pour nous. Il a fallu une semaine pour le convaincre, en lui montrant des feuilles de calcul avec des chiffres gonflés sur ce que nous pourrions gagner, mais il a finalement accepté. Nous avons fait venir un agent immobilier. J'ai regardé Rob la charmer, lui faisant visiter la maison que j'avais conçue,
soulignant les caractéristiques que j'avais choisies. J'ai dû aller dans la salle de bain et m'asperger le visage d'eau froide pour ne pas crier. Nous avons signé les premiers papiers. La clôture de la vente était dans 30 jours. Il pensait que nous allions chercher une nouvelle maison la semaine suivante. Il a même ramené des brochures pour des résidences sécurisées dans la ville voisine. Nous n'irons pas. Brenda est passée le lendemain de la signature. Elle a fait le tour du salon, touchant les meubles. Tu es sûr de vouloir vendre, Serette? Cet endroit est si spécial. Oui, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Parfois, on a juste besoin d'un nouveau départ. Elle a eu le culot de me tapoter l'épaule. C'est vraiment courageux, Carole. 3 semaines de plus. 3 semaines de plus de cette mascarade. Ensuite, j'allais tout réduire en cendres. Et pour tous ceux qui s'inquiètent pour les enfants, ils ont fait leur choix. Ils ont choisi de me mentir tous les jours pendant plus d'1 an. Ce n'étaient pas des bambins. Ils étaient assez grands pour savoir distinguer le bien du mal. Ils ont choisi leur camp. Maintenant, ils allaient devoir vivre avec. Les 6 dernières semaines ont été un tourbillon de planification méticuleuse et de compartimentation. Je vivais une double vie et j'étais devenu sacrément doué pour ça. Le jour, j'étais la femme et la PDG stressée mais aimante. La nuit, après que tout le monde se soit endormi, j'étais sur mon ordinateur portable, organisant méthodiquement ma nouvelle existence. J'avais l'impression de planifier la campagne marketing la plus complexe de ma vie. Mais le produit, c'était ma propre liberté. La préparation était essentielle. J'ai trouvé un superbe appartement dans une ville à 3000 km, un endroit avec d'immenses fenêtres et une vue sur l'eau. J'ai engagé un architecte d'intérieur à distance et l'ai fait entièrement meublé avant même d'y avoir mis les pieds. J'ai passé des heures en ligne à tout choisir, du canapé à l'argenterie. C'était la première fois depuis des années que je prenais des décisions pour une maison qui était entièrement les miennes, sans avoir à consulter personne. C'était une petite chose, mais c'était incroyablement libérateur. J'ai utilisé mes contacts professionnels pour décrocher un projet commercial majeur dans ma nouvelle ville, une mission de conseil qui me tiendrait occupé et serait rentable pendant des mois. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires, pris un nouveau forfait téléphonique avec un nouveau numéro, de nouvelles cartes de crédit, toute une nouvelle identité financière, pour ainsi dire. Je me suis même inscrite à une salle de sport là-bas en ligne. Je construisais un radeau de sauvetage pendant qu'il faisait encore la fête sur le Titanic. La vente de la maison était prévue pour la semaine suivant mon départ. Rob pensait que nous allions emménager temporairement dans une location de luxe pendant que nous cherchions la maison de nos rêves. Il était si excité. Il passait ses soirées à regarder des sites immobiliers, me montrant des manoirs que nous pourrions nous offrir avec les bénéfices de la vente. Je hochais la tête et souriais, faisant des commentaires vagues tout en comptant les jours à l'intérieur. L'emballage était une opération stratégique. Toutes mes affaires vraiment importantes, mes documents personnels, la montre de mon grand-père, les albums de photos de famille, les vieux disques de mon père, ont été emballés et expédiés dans des boîtes étiquetées, fournitures de bureau et dossiers clients. Je l'ai fait petit à petit sur plusieurs semaines. L'audace pure était ma couverture. J'emballais une boîte dans mon bureau à domicile juste devant lui et il ne voyait qu'une femme occupée se préparant à un déménagement. Je prends juste un peu d'avance, chérie, disais-je. Tu sais comme j'aime être organisé. Il n'a pas remarqué que les albums photos sur les étagères avaient été remplacés par des albums vides d'apparence identique que j'avais achetés dans un magasin de loisirs créatifs. Il n'a pas remarqué que la montre chère que je portais tous les jours était une réplique convaincante que j'avais achetée en ligne. La vraie était déjà dans un coffre-fort dans ma nouvelle ville. La nuit où j'ai emballé la vraie montre a été difficile. C'était celle de mon père. Il me l'avait donnée quand j'ai eu mon diplôme universitaire. En sentant son poids dans ma main, j'ai ressenti une vague de chagrin pour la famille que je pensais protéger, l'héritage que je pensais construire. Puis j'ai pensé à leur trahison, et le chagrin s'est durci en résolution. Je l'ai enveloppé dans du papier bulle et l'ai placé dans la boîte. J'ai même acheté un tout nouvel ensemble de mes outils professionnels préférés et les ai fait expédier au nouvel espace de bureau que je louais. Ils étaient complètement inconscients. La restructuration de l'entreprise était la partie la plus délicate. Je ne pouvais pas simplement dissoudre mon entreprise sans déclencher 1000 alarmes. Donc, comme je l'ai mentionné, j'ai fait quelque chose de mieux. J'ai organisé une petite fête au bureau pour célébrer le nouveau titre de Brenda en tant que directrice des opérations. Elle rayonnait, savourant l'attention,
faisant un petit discours sur sa gratitude pour mon mentorat et mon amour sororal. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le contrat qu'elle avait signé, celui que le cabinet de Catherine avait rédigé, la rendait personnellement responsable de toute erreur majeure. J'ai également lancé une enquête discrète sur ses notes de frais et j'ai découvert qu'elle utilisait la carte de crédit de l'entreprise pour des luxes personnels, des journées au spa, des dîners coûteux avec mon mari, même un week-end, et sa consommation d'alcool, qui avait commencé par un verre de vin au déjeuner, avait augmenté. J'avais plusieurs rapports d'autres employés la sentant sentir l'alcool au travail. Tout était documenté. Puis j'ai approché Regina, ma directrice de bureau. Regina était avec moi depuis 15 ans, depuis le tout début. C'était une mère célibataire qui avait commencé comme mon assistante à temps partiel. Elle était loyale, brillante et travailleuse. Je l'ai appelée dans mon bureau un soir et j'ai fermé la porte. Je lui ai dit que je faisais de grands changements dans ma vie et que je voulais vendre l'entreprise. J'ai vu la panique dans ses yeux. Puis je lui ai exposé mon offre. Une vente légitime de 60% des parts de l'entreprise à elle, financée par l'entreprise elle-même. Cela ferait d'elle la propriétaire majoritaire et la PDG. La vente serait finalisée la semaine après mon départ. Je conserverais 40% en tant que partenaire silencieuse, me garantissant un flux de revenus régulier sans aucune implication. Elle a pleuré quand je le lui ai dit. Elle a d'abord cru que je plaisantais. Regina, ai-je dit, cette entreprise est mon bébé. Je ne la confie pas à n'importe qui. Je la confie à la seule autre personne qui l'aime autant que moi. Elle le méritait. Et les enfants. C'est la partie où les gens vont probablement me détester, mais honnêtement, je m'en fiche éperdument. Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient, une dose de réalité. Le fonds universitaire de mon fils Gareth, qui était substantiel, se trouvait dans un compte en fiducie à mon seul nom. Je l'ai liquidé, chaque centime. Il allait le découvrir à ses dépens lorsqu'il essaierait d'y accéder pour son premier paiement de frais de scolarité. Le 16e anniversaire de ma fille Sylvia approchait, et j'avais prévu de lui acheter une voiture neuve. Ça n'allait pas arriver. Les cartes de crédit que je payais, celles qu'ils utilisaient pour tout, de la restauration rapide aux nouveaux vêtements, devaient être coupées le jour de mon départ. Ils voulaient jouer à des jeux d'adultes avec des trahisons d'adultes. Bienvenue aux récompenses pour adultes. L'univers m'a offert un dernier moment de clarification la semaine dernière. Je regardais un film avec Sylvia, juste nous deux. C'était une soirée calme et rare. Son téléphone a vibré sur le canapé à côté d'elle. Elle y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son visage devenir complètement blanc. « Tout va bien ?» ai-je demandé, gardant une voix désinvolte. « Ouais, juste des histoires d'amis » a-t-elle balbutié. Mais j'avais vu l'aperçu du message. C'était de Rob. Il disait « Brenda vient de partir. Voie libre. » Sylvia m'a regardé, les yeux écarquillés, essayant de savoir si j'avais vu. J'ai juste souri, pris une poignée de pop-corn et dit « Ces années d'adolescence, hein ?» Tellement de drame. Elle a eu un petit rire nerveux et a rapidement tapé quelque chose en retour. J'ai vu l'écran de son téléphone avant qu'elle ne le détourne. Sa réponse était pour ma sœur, Brenda. Elle disait « Tout est clair. Maman est à l'ouest. » À l'ouest. C'est ce que ma petite princesse pensait de moi. Ce seul mot a solidifié chaque décision froide et dure que j'avais prise. Il y avait une autre personne à prendre en considération dans tout ce gâchis. Le mari de Brenda, Walter. C'est un homme adorable, une personne vraiment bonne. Un professeur d'histoire au lycée qui aime son travail et adore ma sœur. Il n'avait aucune idée qu'il était marié à une ordure infidèle, tout comme moi. J'ai donc préparé un dossier pour lui aussi. Tout, chaque photo, chaque message, chaque horodatage. Un dossier complet et indéniable de la trahison. Il méritait de savoir à quel genre de femme il était marié. J'ai organisé la livraison de ce dossier par coursier à son école le lendemain de mon départ. Donc, voici le plan pour demain. Je pars en voyage d'affaires le matin. Un vol tôt. J'embrasserai mon mari au revoir. Je serrerai mes enfants dans mes bras. Je serrerai la main de ma sœur quand elle passera pour notre réunion hebdomadaire avant que je ne me dirige vers l'aéroport. Ce seront des adieux normaux pour ce qu'ils pensent être un voyage normal. J'ai même préparé un petit sac de cabine factice avec quelques vêtements de rechange, que je laisserai dans ma voiture à l'aéroport. Sauf que j'ai déjà expédié mes vrais bagages. Je voyage avec juste un sac à dos.
Ma nouvelle vie commence avec moins de bagages, littéralement. Le dossier sera sur la table de la cuisine quand Rob se réveillera. À l'intérieur, les papiers du divorce, des captures d'écran imprimées des messages les plus accablants, des relevés financiers montrant toutes les démarches légales que j'ai faites, et une clé USB avec chaque photo et message que j'ai trouvé. Il n'y aura pas de longues lettres émouvantes, pas d'explication, juste un simple post-it sur le devant. Il dira « Je sais tout ». Ne me contacte pas, communique uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. Mon ancien téléphone sera dans le tiroir de la cuisine. Réinitialisé aux paramètres d'usine. Mon nouveau numéro est déjà actif et seulement 3 personnes l'ont, mon avocat, Regina et mon nouveau gestionnaire immobilier. Au moment où ils liront ce mot, je serai à 10 000 mètres d'altitude, volant vers ma nouvelle vie. Catherine s'occupera de tout. La vente de la maison se fera. Ils ne peuvent plus l'arrêter maintenant. Le divorce sera simple avec la montagne de preuves. Brenda recevra sa lettre de licenciement par courrier recommandé, accompagnée d'un avis indiquant que toute tentative de contestation entraînera des poursuites pénales pour détournement de fonds, grâce à son utilisation créative de la carte de crédit de l'entreprise. Et les enfants, ils comprendront quand Rob ne pourra plus payer leur style de vie. Quand leurs fonds universitaires auront disparu. Quand ils réaliseront que leur mère n'est pas la pauvre idiote naïve qu'ils pensaient qu'elle était. Certains d'entre vous diront que je suis trop dur, qu'ils ne sont que des adolescents qui ont été manipulés. Je dis, mon cul. Mon fils est à quelques mois de la majorité légale. Ma fille a fait des choix conscients chaque jour pour me mentir en face. Ils savaient que c'était mal. C'est pourquoi ils l'ont caché. Ils ont choisi leur père. Ils ont choisi leur tante. Ils ont choisi la tromperie. Maintenant, ils vont devoir vivre avec ces choix. Dans 36 heures, je serai dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle ville, à commencer ma nouvelle vie. Et eux, ils seront au milieu de la tempête de merde qu'ils ont créée. J'ai bâti ma vie à partir de rien une fois. Je le referai, mais cette fois, je le ferai sans serpent dans ma maison. Le vol était surréaliste. Pendant cette heure, j'étais dans les limbes, suspendu entre deux vies. Je n'ai pas regardé de film. Je n'ai pas lu. J'ai juste regardé par le hublot les nuages, le premier vrai silence que j'avais eu dans ma tête depuis des mois. La matinée avait été un tourbillon de sourires forcés. Le câlin que j'ai fait à Sylvia m'a donné l'impression de tenir une étrangère. Gareth m'a fait un rapide câlin à un bras avant de plonger son visage dans son téléphone. Rob m'a embrassé à la porte. Bon voyage, chérie. Appelle-moi quand tu atterris. J'ai conduit jusqu'à l'aéroport en pilote automatique, ma ville semblant étrangère dans le rétroviseur. J'ai laissé la voiture dans le parking longue durée, déposé le sac factice dans le coffre et suis entré dans le terminal avec rien d'autre que mon sac à dos et un aller simple vers mon avenir. J'ai atterri à midi. À 12h30, alors que j'étais dans un taxi en direction de mon nouvel appartement, mon nouveau téléphone, celui dont seulement 3 personnes avaient le numéro, a commencé à vibrer. C'était Catherine, mon avocate. Le colis a été livré, dit-elle, d'une voix nette et professionnelle. Et le destinataire n'est pas content. Elle m'a dit que mon ancien téléphone, celui que j'avais laissé, avait fait exploser la messagerie de son cabinet. Au moment où je me suis enregistré dans mon nouvel immeuble, j'avais 47 appels manqués de divers numéros appartenant à Rob, Brenda et mes parents. Je n'ai répondu à aucun. Je me tenais au milieu de mon nouvel appartement, magnifiquement meublé et complètement vide, écoutant les bruits de la ville par ma fenêtre, et j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La tempête éclatait, et j'étais en sécurité dans son œil. La merde n'a pas seulement touché le ventilateur. Elle a touché tous les ventilateurs dans un rayon de 15 km. Selon Catherine, qui avait une certaine satisfaction sinistre dans la voix en racontant les événements des jours suivants, Rob a trouvé le dossier vers 7 heures du matin en allant se faire un café. Son premier appel a été pour son bureau, hurlant, pleurant, exigeant de savoir où j'étais. Elle lui a donné la réponse glaciale et répétée, « Madame Evans m'a engagé pour la dissolution de son mariage. Toute communication passera par moi. Elle ne répondra à aucune tentative de contact direct. » Brenda s'est présentée à la maison à 8 heures du matin, probablement convoquée par un appel frénétique de Rob. Apparemment, la dispute qui a éclaté entre eux était légendaire. Catherine avait une source, une voisine curieuse qui était une ancienne cliente à elle, qui a signalé une énorme dispute à grands cris sur la pelouse. Accusation, récrimination, tout le spectacle hideux. La voisine a appelé la police, signalant une querelle de ménage.
Magnifique. Les deux tourtereaux se retournant enfin l'un contre l'autre quand le distributeur de billets a disparu. Cet après-midi-là, mon fils Gareth a essayé d'accéder à son fonds universitaire pour verser un acompte pour sa chambre de dortoir à l'université d'État où il était si fier d'être entré. Surprise, connard. Le compte était vide. Catherine a dit qu'il avait appelé son bureau complètement déconcerté, demandant s'il y avait eu une erreur bancaire. Elle l'a informé qu'il n'y avait pas d'erreur. Les fonds, qui étaient uniquement à mon nom, avaient été légalement retirés par moi. Il s'est apparemment mis à pleurer au téléphone avec son assistante juridique. Ma fille Sylvia a eu sa dose de réalité à la cafétéria de l'école. Elle a essayé d'acheter son déjeuner et sa carte de débit a été refusée. Bienvenue dans le monde réel, princesse. Ses amis ont dû lui avancer l'argent. L'humiliation ne faisait que commencer. Les retombées immédiates n'étaient qu'un début. Le dossier que j'ai envoyé à Walter, le mari de Brenda, a été livré au lycée où il enseigne. Il l'a ouvert pendant sa pause déjeuner. Il ne l'a pas seulement quitté. Il a fait table rase. Il a tout publié, les messages, les photos, toute l'histoire sordide, sur sa page Facebook. Il a écrit un long message déchirant sur la trahison, la confiance et les deux personnes qui avaient détruit sa famille. Il a identifié Rob. Il a identifié Brenda. Il a identifié notre groupe communautaire local. Toute la ville a su en quelques heures. Rob et Brenda ont essayé de limiter les dégâts. Ils ont publié des conneries vagues sur le fait de traverser une période difficile et de demander de l'intimité. Ça a eu à peu près l'effet escompté quand tout votre cercle social a déjà vu des captures d'écran de vous dans le lit de votre belle-sœur. Les sections de commentaires étaient un bain de sang. La situation professionnelle a explosé le lendemain matin. Brenda a eu l'audace de se présenter au travail comme si de rien n'était. Regina, ma fidèle directrice et désormais nouvelle propriétaire majoritaire, l'attendait. Elle a fait escorter ma sœur par la sécurité hors du bâtiment où elle avait l'habitude d'entrer comme si elle en était la propriétaire. Brenda a crié au licenciement abusif. L'avocat de l'entreprise, déjà préparé par Catherine, a rapidement mis fin à cela avec le dossier documentant son utilisation abusive des biens de l'entreprise et sa consommation d'alcool au travail. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle s'était vantée de sa grande promotion et de son nouveau salaire de cadre à qui voulait l'entendre. Elle avait même contracté un prêt pour une nouvelle voiture de luxe sur la base de ce salaire. Maintenant, elle était au chômage, sur le point de divorcer et noyée sous les dettes. On adore voir ça. Mec, si tu m'écoutes encore, s'il te plaît, aide-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Ainsi, je saurai que tu m'as donné un j'aime et que tu es avec moi dans ce voyage. Ton soutien est un immense encouragement pour moi. S'il te plaît, commente avec le chiffre 1 et laisse-moi te raconter le reste de mon histoire. Les semaines qui ont suivi la détonation ont été un étrange mélange de manœuvres juridiques et de reconstruction personnelle. Pendant qu'il vivait l'humiliation publique et le chaos financier que j'avais orchestré, je reconstruisais tranquillement ma vie à 3000 km de là. J'ai passé la première semaine à simplement être. J'ai exploré mon nouveau quartier, trouvé un petit café où le barista connaissait ma commande dès le 3e jour, et j'ai fait de longues promenades au bord de l'eau. Je décompressais de 2 ans à retenir mon souffle. Le divorce a été, selon les mots de Catherine, le naufrage le plus propre et le plus rapide que j'ai jamais vu. L'avocat de Rob, un type m'as-tu vu dans un costume cher, a essayé de se battre. Bien sûr, ils ont essayé de prétendre que j'avais abandonné la famille, que Rob méritait la moitié de tout, plus une pension alimentaire importante pour ses années en tant que père au foyer. Catherine a littéralement ri au téléphone avec eux. Puis elle a envoyé le dossier complet des preuves, l'affaire, le complot, l'implication des enfants, l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise par Brenda. C'était accablant. Catherine m'a dit qu'ils avaient eu une réunion de règlement où l'avocat de Rob a regardé les preuves pendant 10 minutes, est devenu pâle et a demandé une suspension de séance. Il est revenu et a conseillé à Rob de prendre tout ce qui était offert. Ils ont tenté un dernier coup désespéré. Ils ont prétendu un abus émotionnel, que ma carrière à haute pression l'avait poussé dans les bras de ma sœur. La juge, une femme pragmatique qui semblait avoir tout vu, a jeté un coup d'œil au dossier de preuves et a failli condamner Rob pour outrage à la cour. Vous prétendez un abus émotionnel, monsieur Evans, aurait-elle dit, selon le récit jubilatoire de Catherine, alors que vous documentiez votre liaison dans le bureau de votre femme, en utilisant son argent pour le faire? Sortez de ma salle d'audience avec ces bêtises. Le règlement final a été brutal pour lui.
Il a obtenu exactement ce que la loi exigeait et pas un centime de plus de la vente de la maison. Une fois tout réglé, il est parti avec environ 200 000 $. Cela peut sembler beaucoup, mais pour un homme sans compétences professionnelles, sans expérience de travail récente et avec une réputation désormais radioactive dans notre ville, cet argent ne durerait pas 2 ans, surtout avec son train de vie habituel. Il n'y avait pas de problème de garde à régler puisque Gareth allait avoir 18 ans et que Sylvia était assez grande pour faire ses propres choix. Bien que le tribunal ait noté la complicité des enfants dans l'affaire, j'ai gardé l'entreprise. J'ai gardé mes investissements. J'ai gardé mes comptes de retraite. J'ai gardé ma vie. Le drame familial élargi était d'un tout autre niveau. Mes parents ont d'abord essayé de rester neutres. Il y a 2 côtés à chaque histoire, Carole, m'a dit ma mère lors d'un appel téléphonique en larmes. Cette neutralité a disparu au moment où Catherine, sur mes instructions, leur a envoyé une version condensée du dossier de preuve. Mon père m'a appelé après ça. Il n'appelait pas pour prendre de mes nouvelles. Il appelait pour s'excuser. S'excuser d'avoir élevé une fille comme Brenda. Une ordure, selon ses mots. Il m'a dit qu'il consultait son propre avocat au sujet de l'héritage familial pour s'assurer que Brenda ne verrait plus jamais un centime. C'était une décision froide et dure, mais je la comprenais. Une trahison de cette ampleur change tout. La famille de Rob, d'un autre côté, a essayé de m'attaquer sur les réseaux sociaux. Sa mère a publié une longue tirade sur le monstre sans cœur que j'étais, abandonnant ma famille. J'ai demandé à Catherine d'envoyer une lettre de mise en demeure avec quelques pièces jointes photographiques de choix. J'ai reçu un courriel furieux et mal orthographié de ma désormais ex-belle-mère que j'ai lu, dont j'ai ri, puis que j'ai transféré à Catherine avec la note, à classer sous courrier des fans. Ils se sont tus très vite quand ils ont vu leur fils et la sœur de leur belle-fille dans des poses tout sauf familiales. Et ma vie? J'étais en plein essor. La nouvelle entreprise de conseil dépassait toutes mes prévisions. J'avais déjà 3 grands projets alignés pour l'année suivante. J'ai rejoint cette salle de sport à laquelle je m'étais inscrite en ligne et j'ai commencé à travailler avec un entraîneur personnel. Je m'y suis mis à fond. J'ai perdu 10 kilos de graisse et gagné 5 kilos de muscles. La colère était un puissant facteur de motivation. Les rencontres? Pas encore. Je n'étais pas prête, mais j'avais eu des offres. Il s'avère qu'une femme célibataire, et en forme dans la fin de la trentaine est très demandée. Qui l'eût cru? Je me suis acheté une nouvelle voiture, un cabriolet élégant que j'avais toujours voulu mais que Rob avait jugé peu pratique. J'ai payé comptant. J'ai aussi commencé à voir un thérapeute, non pas parce que j'étais triste ou coupable. Je ne l'étais pas, mais parce que je voulais m'assurer de comprendre comment j'avais laissé cela se produire. Je voulais être sûr de ne plus jamais manquer les signes avant-coureurs. Mon fils Gareth a dû se démener pour obtenir des prêts étudiants. Son rêve d'aller à la grande université d'État était parti en fumée. Il s'avère que quand papa n'est pas là pour tout payer, cette inscription gratuite au Community College commence à paraître plutôt intéressante. Il a dû prendre 2 emplois à temps partiel pour couvrir ses dépenses. Un dans un café et un autre pour approvisionner les rayons d'une épicerie la nuit. Ma fille Sylvia a dû trouver un travail de babysitting pour les voisins. Imaginez ça. Une jeune de 15 ans qui apprend ce que signifie réellement le travail. Ils ont tout essayé pour me contacter. Ils ont créé de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont envoyé des emails depuis de nouvelles adresses. Ils ont même demandé à leurs amis d'essayer de me joindre. Bloqué. 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 Un soir, j'ai vu un appel entrant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. C'était Sylvia. Maman, s'il te plaît, sanglotait-elle au téléphone. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis tellement désolé. Tu me manques. J'ai écouté le message 3 fois, ma main planant sur le bouton de rappel. Puis je me suis souvenu de son texto, voix libre. Maman est à l'ouest. J'ai supprimé le message vocal et bloqué le numéro. Catherine m'a fait suivre une lettre que Gareth a écrite. C'était une longue histoire larmoyante et décousue sur combien il était désolé, comment il n'était qu'un enfant pris au milieu, comment Rob l'avait manipulé, comment il n'avait jamais voulu me faire de mal. Pris au milieu. J'ai lu cette phrase et j'ai senti une bouffée de rage me monter au cou. Je suis resté à fixer le mur, la lettre semblant lourde dans ma main. J'ai disséqué ces mots pour mon public, en soulignant le langage passif. Il a été pris, pas j'ai fait un choix. Il a été manipulé,
pas j'ai choisi de croire au mensonge parce que c'était plus facile. Tu n'as été pris dans rien, petit con. Tu as activement supprimé des enregistrements de sécurité. Tu étais un complice. Quelques mois plus tard, le jour de son 16e anniversaire, j'ai reçu une lettre de Sylvia. C'était 2 pages d'excuses, de regrets et de promesses de tout arranger. Elle a inclus une photo de nous quand elle était petite. Une photo de moi la tenant sur mes épaules à la plage. Belle tentative, mais la manipulation émotionnelle ne fonctionne pas quand on a déjà tourné la page. C'était une performance de remords, pas la vraie chose. Je comprendrai si tu ne me pardonnes jamais, avait écrit Gareth. Mais tu punis papa et Sylvia pour mes erreurs. Non, Junior. Je ne punis personne. Je ne subventionne simplement plus vos vies. Il y a une grande différence. Peut-être qu'un jour, quand ils seront adultes, quand ils auront eu le cœur brisé, quand ils auront leur propre famille, peut-être alors comprendront-ils la profondeur de leur trahison. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je vivrai ma vie selon mes propres termes. J'ai dû les laisser partir. Je le devais, pour ma propre santé mentale. C'était comme amputer un membre pour sauver le reste du corps. Ça faisait un mal de chien, mais c'était nécessaire pour survivre. La vie continue. C'est ce qu'on vous dit, non? Mais pendant longtemps, j'ai eu l'impression de simplement faire les choses machinalement. Réveil, salle de sport, travail, manger, dormir, recommencer. J'étais fonctionnel, même couronné de succès, mais il y avait un vide en moi. J'avais construit des murs autour de mon cœur si hauts et si épais que je n'étais pas sûr que quoi que ce soit puisse jamais les traverser à nouveau. Je suis sorti avec quelques hommes gentils et normaux, mais je n'ai rien ressenti. J'étais poli mais distante. Je ne pouvais pas baisser ma garde. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Walter, l'ex-mari de Brenda, a pris contact. Ça a commencé par un email. Il voulait juste me remercier de lui avoir dit la vérité. Il a dit que c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais traversée, mais que savoir valait mieux que de vivre dans le mensonge. Cet email s'est transformé en 2, puis en longues conversations par SMS. Nous étions 2 survivants du même naufrage, comparant nos notes. Nous avons parlé de nos ex, de la trahison, mais nous avons aussi commencé à parler d'autres choses, de son amour pour l'histoire, de ma passion pour la création de marques, de nos enfants, du sentiment d'être perdu à la fin de la trentaine. Il m'a dit quelque chose lors d'un de ces appels tardifs qui m'a glacé le sang. Il a dit que dans le désordre de leur divorce, Brenda avait tout avoué. Elle et Rob planifiaient cela depuis des années. Ils n'attendaient pas seulement que mon entreprise grandisse. Ils attendaient le décès de mes parents. Mon père avait un problème cardiaque et ils savaient que j'étais la principale bénéficiaire de leur testament. Ils attendaient de mettre la main sur mon héritage aussi. Et les enfants étaient au courant de cette partie du plan également. Ce petit détail a effacé toute trace de doute que j'avais sur mes décisions. Ce n'était pas une erreur. C'était une conspiration. Après quelques mois de discussion, Walter a mentionné qu'il envisageait un changement. Son district scolaire était un désastre et il voulait un nouveau départ pour lui et ses enfants. Ma nouvelle ville, a-t-il noté, avait l'un des meilleurs systèmes scolaires publics du pays. Était-ce compliqué? Peut-être. Est-ce que ça m'importait? Non. Il a déménagé ici le mois dernier. Nous y allons doucement. Nous nous sommes vus pour un café. C'était gênant au début. 2 personnes liées par un traumatisme affreux. Mais ensuite, nous avons commencé à parler et c'était facile. Il était gentil, drôle et honnête. C'est agréable d'être avec quelqu'un qui a de l'intégrité, quelqu'un qui comprend. Nous ne sommes qu'amis pour l'instant, mais c'est une base. J'ai acheté une maison. Rien d'aussi luxueux que mon ancienne, mais elle est à moi. 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine et un bureau à domicile dédié où je peux travailler sans que personne ne se plaigne du bruit. J'ai même commencé à donner un cours de gestion de petite entreprise à temps partiel au community college local. Ça fait du bien de redonner, d'aider de jeunes gens ambitieux à éviter certaines des erreurs que j'ai commises. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. J'ai commencé la boxe. Il y a quelque chose d'incroyablement thérapeutique à frapper un sac de frappe quand on imagine certains visages dessus. Je me suis fait de solides amis à la salle de sport, des hommes et des femmes qui apprécient l'honnêteté et le travail acharné. Le divorce a été finalisé il y a 2 mois. Le divorce le plus propre que j'ai jamais vu, a dit Catherine.
Pourquoi? Parce que les preuves étaient si accablantes qu'il n'y avait plus rien à contester. Les gens me demandent si je le regrette. Si je regrette d'avoir opté pour la politique de la terre brûlée, si j'aurais dû essayer la thérapie de couple, essayer de pardonner, essayer de garder la famille unie pour les enfants. Voici ma réponse, putain, non. Ils n'ont pas seulement trompé. Ils ont conspiré. Ils ont comploté. Ils m'ont fait passer pour une idiote dans ma propre maison, à mes propres frais. Mes enfants, les 2 personnes pour qui j'aurais donné ma vie, m'ont regardé dans les yeux tous les jours et ils ont menti. Ils ont aidé leur père à me trahir. Ils savaient à quel point je travaillais dur pour eux, pour notre vie, et ils ont craché dessus. Certains pourraient pardonner ça. Certains pourraient dire, gardez la famille unie quoi qu'il arrive. Ces gens sont meilleurs que moi. Ou peut-être sont-ils plus faibles. Cela dépend de votre point de vue. Je me suis choisi, pour la première fois en 19 ans. Je me suis choisi et je ne suis pas désolé. Il y a 2 semaines, à l'improviste, mon nouveau téléphone a sonné. C'était un ancien numéro que j'avais oublié avoir donné au cabinet de notre dentiste familial il y a des années. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. C'était Rob. Je ne sais pas comment il a eu le numéro. Sa voix était différente. Plus mince, battue. « Carole, s'il te plaît, a-t-il dit. Juste 5 minutes. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai failli raccrocher, mais j'ai écouté. Je voulais l'entendre. Tu as tout détruit, a-t-il dit, la voix brisée. Les enfants me détestent. Je ne trouve pas de travail décent. Ta sœur ne me parle même plus. J'ai tout perdu. J'ai attendu un instant. Ma propre voix, quand elle est sortie, était calme et stable. Non, Rob. Tu n'as pas tout perdu. Tu as tout jeté. J'ai juste arrêté de ramasser derrière toi. Je t'aimais, a-t-il dit, et ça sonnait pathétique. Vraiment. C'est juste que, j'étais confus. Pendant 2 ans, ai-je demandé. Le silence à l'autre bout du fil était ma réponse. Je pouvais l'entendre respirer, un son tremblant et superficiel. Finalement, il a posé la question que je savais qu'il allait poser. Es-tu heureuse? Est-ce que détruire notre famille en valait la peine? Et c'est là que tout est devenu limpide. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste de la pitié. Je n'ai pas détruit notre famille, Rob, ai-je dit. Et chaque mot semblait vrai. C'est toi qui l'as fait quand tu as couché avec ma sœur. Je n'ai fait que le documenter. J'ai raccroché. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. Et pour faire bonne mesure, j'ai trouvé un nouveau dentiste le lendemain. Voilà donc mon histoire. J'ai 39 ans maintenant. Recommencer à zéro n'a pas été facile, mais mon Dieu, ça en valait la peine. J'aurais pu être la personne la plus mature. J'aurais pu pardonner. J'aurais pu prétendre que la trahison ne m'avait pas blessé aussi profondément qu'elle l'avait fait. Mais pourquoi? Pour sauver une famille qui a conspiré contre moi? Pour apprendre à mes enfants que la trahison n'a pas de conséquences? Pour montrer à mon mari qu'il pouvait coucher avec ma sœur et continuer à vivre dans ma maison et à dépenser mon argent? Non, merci. J'ai choisi la terre brûlée. J'ai choisi les conséquences. J'ai choisi de montrer à toutes les personnes impliquées que je ne suis pas la pourvoyeuse faible et inconsciente qu'ils pensaient que j'étais. Et je le referai sans hésiter. À toute femme qui lit ceci et qui traverse quelque chose de similaire, vous ne devez le pardon à personne. Vous ne leur devez pas une seconde chance. Vous ne leur devez pas l'accès à la vie que vous avez bâtie. S'ils vous trahissent, brûlez tout et construisez quelque chose de mieux sur les cendres. Et à mon ex-famille, si par hasard vous lisez ceci, vous pensiez me connaître. Vous pensiez que je ne découvrirais jamais rien. Vous aviez tort. Profitez bien du lit que vous vous êtes fait. Je serai dans le mien, dans ma nouvelle maison, dans ma nouvelle ville, vivant ma meilleure vie sans vous. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire. Ça fait du bien de tout sortir enfin. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou si vous avez simplement des pensées à partager, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Je les lirai. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez en entendre plus. Ça compte beaucoup. Prenez soin de vous.